Alors le groupe blockchain, il a un statut particulier parce qu'on a vu arriver ça en fait effectivement il y a 3 ans avec le Bitcoin. On s'est dit qu'il y avait certainement plein de choses à faire. Alors notamment dans les plein de choses à faire, il y a tout ce qui est en fait la certification des compétences, hein, sans dire en fait la certification des diplômes et l'infalsifiabilité. J'y suis arrivé. Des diplômes ou des compétences pour pouvoir les partager, mais qu'il y avait aussi certainement des questions en lien avec tout ce qui concerne les DRM, le partage des ressources libres, le fait en fait de mettre en œuvre des processus qui permettent finalement de transmettre quelque chose de façon relativement infalsifiable et qui peuvent devenir dans les années à venir relativement aisés à utiliser. Je vais vous faire une brève présentation du groupe de travail et après nous rejoindrons à Malte les co-auteurs du rapport du Joint Research Center de la Commission européenne qui ont, à sa demande, rédigé un rapport complet sur la blockchain et l'éducation, ce qui prouve que les grands esprits se rencontrent de la DNE à Bruxelles. Donc, effectivement, ce groupe de travail s'est mis en place au premier semestre 2017. Il est désormais porté par mon université, l'Université de Lille, où je travaille à la direction de l'innovation pédagogique. Et il s'est tenu 5 réunions. Ceci n'est qu'un séminaire ouvert de travail. C'était l'occasion de voir qui s'intéressait à ces sujets, de vous présenter nos premiers livrables, les personnes qu'on a pu rencontrer, et de vous donner justement des occasions de partager avec nous votre intérêt, éventuellement pour la création d'une blockchain dédiée à l'éducation, mais aussi autour des sujets étudiés, c'est-à-dire la diplomation, les compétences, et derrière il y a le sujet innovant des Open Badges. Je regarde Sav Ravet, qui est un des leaders du mouvement Open Badge, que je remercie d'être là. La traçabilité des ressources éducatives libres, donc de leur mix et de leur remix, et l'identité numérique et l'identification dans la blockchain. Maintenant, si on reprend l'Open Badge, parce que vous n'êtes peut-être pas tous au courant de comment ça marche, les Open Badges. L'Open Badge, finalement, c'est simplement un fichier qui contient des métadonnées. Et dans ces métadonnées, finalement, on peut mettre une transaction qui serait le fait qu'on ait donné l'accréditation de l'interlocuteur A et donné son accréditation à l'interlocuteur B, en y mettant des signatures électroniques, donc on peut tout à fait avoir quelque chose qui soit sécurisé. Il n'y a pas, par contre, nécessairement de stockage entièrement distribué de l'ensemble des badges du monde. Ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Pourquoi moi, sur mon ordinateur, je voudrais stocker les badges de tous les gens qui ont reçu un badge dans le monde entier? Je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Par contre, les miens, ça m'intéresse. Et que, à la limite, les gens qui me connaissent voient mes badges. Et les gens à qui je veux les donner puissent les avoir. Nous, à Creative Commons, et j'en reviens donc à Creative Commons, je vous l'ai dit, il n'a pas été prévu une banque de données centralisée de toutes les œuvres qui étaient licenciées, musique, etc. Bon, mais est-ce que ça a été une catastrophe? Alors, je peux vous dire qu'il y a eu très très peu de contentieux aussi. Donc cette société de la confiance par une grande distribution, qui n'est pas blockchain, mais elle a quand même pas mal réussi. Je peux vous dire, on suit tous les contentieux qui existent sur éventuellement la contrefaçon. C'est facile, c'est ouvert, on peut prendre n'importe quoi. Mais comme je le dis toujours, c'est pas parce qu'il y a un code pénal qu'il n'y a pas de voleur. On peut émettre des interdits et des infractions, et elles ne sont pas obligatoirement suivies. Donc quel est l'intérêt du coup pour le notariat de recourir à une blockchain? Et c'est là que vous voyez qu'on est tous en train de converger sur les mêmes sujets. À quoi peut servir une blockchain? Eh bien, enregistrer des empreintes de documents et puis à tracer l'origine de ce document, éventuellement le destinataire de ce document. Donc pour la copie authentique électronique, à partir du moment où si je peux enregistrer sur une blockchain l'empreinte de ce document et puis le notaire qui l'a délivré, je garantis au client que quand bien même la signature électronique serait arrivée à échéance, pour autant, il peut toujours vérifier et transmettre sa copie à tout tiers, et ce tiers pourra toujours vérifier qui l'a émise, cette copie authentique, et surtout, est-ce qu'elle est toujours intègre, ou est-ce qu'elle a été éventuellement modifiée. Donc même si la clé privée de signature venait être recalculée,
impossible de faire un faux, sauf à ce que l'empreinte soit identique. Donc là, pour l'instant, on fait confiance aux algorithmes de hachage, SHA 256 ou 512. En priori, la cryptographie quantique n'a pas encore trouvé d'algorithme qui permettrait de casser facilement ce type de mécanisme, mais on est à l'abri de rien. Pour autant, ça sera de toute façon plus fiable qu'une signature électronique à partir du moment où les ordinateurs quantiques sont une réalité. Mais voilà, le premier message, donc, c'est de vous dire que France Connect existe. Deuxièmement, c'est qu'il monte en charge aussi bien donc, en couverture des Français qu'au niveau d'authentification. Et donc le troisième message, c'est qu'il est disponible si vous souhaitez monter des expérimentations qui nécessitent de s'appuyer sur une identité de l'individu. Ce que nous pouvions faire pour favoriser l'accès aux services des étudiants, c'était tout simplement de rendre leur identité numérique reconnaissable partout, facilement. Mais c'est une société qui répond à la problématique des données publiques. Et ça aussi, c'est un sujet qui fait débat. Nous pensons, chez Pixio, que les données personnelles font partie du patrimoine de l'individu. On est dans ce camp-là de la donnée personnelle, on est plutôt du côté de la patrimonialité. La vision, c'était évidemment donc de favoriser donc l'utilisation des licences Creative Commons et de promouvoir donc cette certitude juridique qui permettrait donc d'accompagner tout ça, tout en sachant que la raison pour laquelle on utilise la blockchain, c'est parce qu'il y a aussi une histoire de philosophie derrière Creative Commons. Donc évidemment, la solution la plus simple, ça serait de créer un registre centralisé et de demander à toutes les personnes qui vont utiliser les licences Creative Commons d'enregistrer leurs offres ainsi que les conditions associées sur ce registre centralisé. Mais par définition, en fait, depuis la création de Creative Commons, l'idée c'était au contraire de créer un système complètement décentralisé où personne n'a besoin de demander la permission à qui que ce soit ou de s'appuyer sur l'infrastructure de quelqu'un d'autre pour pouvoir utiliser ces licences. Et donc, depuis la création de Creative Commons, il y a eu cette démarche de ne pas avoir un registre centralisé qui va collecter toutes les œuvres. Et donc, pour maintenir en fait cette philosophie et donc pour ne pas créer une infrastructure centralisée, mais il faut quand même un point de référence qui lui est centralisé. Et donc l'idée de ce service, c'était donc de s'appuyer sur une architecture qui elle est décentralisée, mais qui a cette centralisation logique, c'est-à-dire qu'on sait que si on va se connecter sur cette blockchain spécifique, sur cette plateforme, on va pouvoir savoir que effectivement, à ce moment donné, cet auteur a mis à disposition cette œuvre sous des conditions données, ou que à ce moment donné, une autorité de certification a validé le fait que cette œuvre elle est effectivement dans le domaine public.